Voilà, bonjour à vous, bonjour. Je ne vous ai pas vu ce matin pour la présentation de Raphaël. Moi, je suis content de reprendre la parole devant vous pour introduire la présentation de Benoît, du coup, qui vient depuis 3 ans maintenant. C'est la 3e année que tu es en Parage. Voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je tiens le coup, en fait. Et j'arrive à avancer dans cette histoire, parce qu'il y a des gens sur qui je peux effectivement compter, qui ne sont pas que des individus compétents, valeureux, pointus dans leur domaine, dans leur spécialité, mais qui ont plus cette présence et ce soutien dans les moments difficiles comme hier, qui me font beaucoup de bien, sur quoi je pourrais voyager. Donc réponse à Chiron, content qu'il soit là, et j'espère qu'il reviendra les prochaines années. Voilà, ça c'est pour la partie personnelle. Sur un plan plus pro, du coup, c'est de la géobiologie, c'est du pratique, c'est de l'opératif, c'est du technique. Et j'ai eu l'occasion de tester, de prendre en main un des exercices que Benoît propose, qui utilise les 5 volumes de Platon. Il a ça en vente sur son stand, et ça marche. C'est un exercice où tu es allongé au sol avec les 5 volumes autour du corps, aux 4 points cardinaux, et avec l'éther sur le plexus. Et pendant 20 minutes, tu sors de là, t'es rectifié. Donc ça marche, je suis content parce que c'est l'un des objets du Parage, c'est d'allier la théorie et la pratique. On brasse beaucoup d'infos, on brasse beaucoup de contenu, mais cela n'a peu ou pas de sens ni de valeur tant que ce n'est pas effectivement concrétisé, appliqué dans la matière, dans le corps, pour le coup. C'est vraiment du corporel, c'est du cellulaire, c'est ultra profond. Et c'est là que tout prend son sens, du coup, et qu'on fait vraiment les liens à tous les niveaux, si vous voulez, du subtil au corporel, du psychique au physique, et qu'on fait de l'intégration pour de bon. Voilà, c'est une démarche intégrative pour le coup. C'est l'un des objectifs, c'est l'objectif principal, on va dire, de ce que je fais. Voilà, c'est pour ça que je suis vraiment content que Benoît soit là avec lui cette année encore. Voilà, à lui la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci d'accueillir cette thématique sur la géométrie sacrée et les nombres. Parce que vous allez découvrir que les nombres ont une force immense derrière cette géométrie. Et sans eux, en fait, rien n'existerait, à mon avis, sur cette planète. Tout ce que je vais vous présenter, c'est une démarche de pas mal d'années, voire dizaines d'années sur mon chemin. C'est une proposition, à vous de faire aussi votre analyse, bien sûr. La vérité n'existant pas, puisqu'elle nous est propre, et elle est temporelle. Avec le temps, on change et on a d'autres paradigmes et d'autres visions. Alors, on va commencer. Donc on va d'abord commencer par la géométrie sacrée pour explorer un petit peu la matière quelque part. Et après on va rentrer dans les nombres pour aller voir ce qui s'y passe, ce qu'il y a derrière la matière. Pour finir par les formes énergétiques, parce que c'est un domaine par lequel je suis passionné, que ce soit les solides de Platon, le djed et toutes les formes qui découlent de tout ça. Pourquoi ? Parce que d'une part, ce sont des formes qui ne sont pas pilotées, qui existent depuis la nuit des temps sur la Terre, et qui n'appartiennent pas à l'humain, mais plutôt à l'univers, quelque part. Donc il y a une puissance derrière qu'on ne trouve pas dans d'autres énergies de forme, ce qu'on appelle les ondes de forme. Alors déjà, essayer de démarrer, voilà. Donc moi j'ai un parcours industriel. Tout petit, je suis tombé un peu là-dedans. Mon père était déjà dans l'industrie. Et puis, de fil en aiguille, ce que je ressentais quand j'étais petit a commencé à avoir des explications quelque part. Quand j'étais enfant, j'étais très proche de la nature, je ne savais pas pourquoi. Des fois, je disais des choses, je ne savais pas pourquoi. Et en fait, avec le temps, avec le travail sur moi, j'ai fini par découvrir certaines choses. Et mon parcours professionnel me permet aujourd'hui de pouvoir réaliser des formes. Je ne suis pas le seul à réaliser, on est deux. Il y a mon ami Gilbert avec qui on travaille en partenariat, qui a sa société Isoris, qui fait plus la partie solide, enfin solide ABS. Je vous expliquerai comment ils sont construits. Et moi je fais plus tout ce qui est partie métal, c'est-à-dire le cuivre. J'adore travailler le cuivre, le bronze, ce sont des matières très nobles, très dynamiques au niveau de l'énergie. Et ce parcours me permet, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu la vision en 3D. Donc en fait, quand j'imagine une forme, je ne la vois pas à plat sur un dessin, en fait. Je l'imagine tout de suite en volume. Donc c'est un avantage, parce que ça me permet de visualiser ce qui va arriver, et en même temps
derrière, j'ai la capacité de le fabriquer. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors la géométrie sacrée, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de définitions. Si vous cherchez sur Internet, il y a vraiment énormément de définitions. Pour moi, c'est vraiment l'expression de quelque chose dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a deux façons pour qu'elle arrive. Il y en a d'autres, mais il y en a deux principales, à mon sens. Il y a celle de la nature, qui est très intéressante, parce que dans la nature, il y a de la géométrie sacrée partout. En fait. Tout est en symbiose, tout est en harmonie. Et la géométrie sacrée, elle est là. Elle va amener une harmonie, elle va amener une dynamique, elle va amener une énergie particulière, en fonction notamment des nombres. Et ça, on va le découvrir. Et puis il y a l'autre partie, effectivement, c'est tout ce que construit l'homme. Et dans la construction de l'homme, il y a de tout. Il y a des superbes créations, comme il y a des choses qui seront moins énergétiques, ou même, pourquoi pas, un petit peu absorbeurs d'énergie, quelque part. Alors là, je vous ai mis, pour moi, un des summums de la créativité dans la géométrie sacrée, c'est les pyramides de Gizeh. Ça, c'est quelque chose, Khéops, quand on le regarde, quand on l'analyse au niveau des nombres, c'est fabuleux, quoi. On y retrouve des énergies par la coudée royale, par le maître, par les énergies anglo-saxonnes, par les dimensions anglo-saxonnes. C'est quand même assez extraordinaire. Ça fait quand même plus de 8000 ans qu'elles sont là. Et on nous dit qu'ils n'avaient aucune connaissance. Il y a quelque chose qui, à mon avis, est un petit peu dissonant. Peut-être pas tout à fait juste, parce que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on a la capacité de le faire. Il faudrait vraiment qu'on se reconnecte à beaucoup de choses. Donc là-dedans, effectivement, il y a beaucoup de nombres qui sont cachés, il y a beaucoup d'énergie. Tout est utilisé, que ce soit la matière, l'énergie de la matière, les dimensions, l'orientation. Les pyramides de Khéops sont orientées nord-sud à 0,5 degrés près. C'est quand même assez extraordinaire. Ensuite, on a tout ce qui est plus proche de nous, par notamment les compagnons et éventuellement, entre guillemets, la franc-maçonnerie, mais la partie plus intéressante, donc ce sera les cathédrales. Et les cathédrales, c'est pareil, tout est fait selon les nombres, tout est fait selon l'énergie. Toutes les pierres qui sont utilisées ont été mesurées. Alors, on n'a pas d'appareil qui mesure ça, mais le corps sait très bien mesurer les champs d'énergie dans la matière. Et toutes les pierres sont placées en opposition, enfin en corrélation d'énergie. C'est-à-dire que la pierre d'un pilier, quand on ne le sait pas, il y a entre guillemets une énergie positive, négative, c'est-à-dire que l'énergie va circuler d'une certaine façon. Et en fait, ils ont monté, notamment par exemple à Notre-Dame, ou là c'est la cathédrale de Chartres, en fait toutes les polarités sont décalées d'une phase à chaque fois, pour créer comme une dynamique énergétique, comme des piles dans les piliers. Rien que ça, déjà, c'est beau. Les voûtes sont placées à certains endroits. La nef, le croisement de la nef, c'est l'endroit où normalement le prêtre devait se positionner. Si vous regardez aujourd'hui dans toutes les églises, les autels ont été reculés. Il est plus sous la voûte d'énergie céleste. Il est décalé. Il commence à en remettre. C'est ça qui est intéressant. Il y a une conscience qui est en train de revenir. Quand on voit, là c'est aussi la cathédrale de Chartres, c'est magnifique, quoi. Et il y a des polarités aussi dedans. Il y a souvent le yin et le yang qui apparaissent. Il y a des choses de ce type-là, donc ça veut dire que les anciens avaient une très grande connaissance de ce qu'était la géométrie sacrée. Ça, c'est clair et net. On n'a rien à leur apprendre, on a tout à apprendre d'eux, en fait. Quand on voit à l'intérieur un labyrinthe comme celui-là, qui nous permet de faire un chemin d'évolution pour se retrouver au cœur de soi-même, c'est assez extraordinaire, quoi. Donc la fleur de vie, là, tout le monde connaît. Alors ça, c'est la phase, on va dire, symbolique, parce que la vraie phase, c'est Nassim Haramein qui l'a retrouvée. Donc là, c'est la phase démonstration de l'effet du vide, selon Nassim Haramein, dans la fleur de vie. C'est-à-dire qu'elle est en volume, mais en fait, c'est l'expression du vide. Et lui, il l'a reconstituée avec 68 tétraèdres qui sont posés pointe à pointe. Et en fait, ça, c'est la forme en volume. En géométrie sacrée, ce qui est intéressant, ce sont les volumes. Nous vivons dans un monde 3D, c'est-à-dire que notre corps, il a X, Y, Z en mathématiques, hein. Donc on ne peut pas faire autrement, quoi. Si on est en 2D à plat, il n'y a pas l'énergie de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la planète est en 3D. Il faut qu'il y ait du volume. Par contre, ce qui se fait en 2D, si je vous montre la forme qui est ici,
qui est la projection des 5 solides de Platon. Comme derrière, il y a une forme énergétique très particulière. En fait, c'est vraiment la projection, c'est l'ombre des 5 formes que je vous ai posées là. On pourra en reparler. En fait, ça, c'est le dessin de la base de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, au-dessus du dessin, il va y avoir une dynamique énergétique qui est en volume. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Les mandalas, c'est pareil. Ou la fleur de vie, c'est pareil. Parce que la fleur de vie, elle a été transcrite ou transposée à plat pour que ce soit facile à utiliser. Mais en fait, autour, il y a un volume. S'il n'y avait pas le volume, il n'y aurait pas la dynamique. Et là, c'est ce que Nassim Haramein a voulu montrer. C'est qu'il a découvert qu'à l'intérieur, les dessins qu'on voit, ce sont les sphères qui entourent les tétraèdres. C'est-à-dire que chaque tétraèdre est entouré d'une sphère, comme toutes les formes des solides de Platon. Et à l'intérieur, le tétraèdre amène une dynamique de feu. On verra tout à l'heure éventuellement pourquoi. Alors dans la nature, il y a des choses extraordinaires. Quand on voit une pyrite en forme de cube, en dodécaèdre, en icosaèdre, parce que ça existe. J'ai un copain qui a acheté il n'y a pas longtemps une pyrite en icosaèdre, ce qui est très 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 rare. Et là, c'est quand même assez magique, quoi. La nature est capable de nous faire des géométries sacrées, quoi. Les 5 solides de Platon, c'est pas rien, ce sont les 5 formes d'une géométrie particulière qui sont en harmonie parce qu'elles sont complètement équilatérales et équilibrées. Elles rentrent dans une sphère et ce sont les 5 formes qu'il y a là, ce sont les 5 seules formes que l'on peut construire comme ça. Ça fait 40 ans qu'avec les ordinateurs, tout le monde essaye de dessiner autre chose avec une autre forme qu'un triangle, un pentagone ou un carré au niveau de la face qui construit le volume. Ils n'y arrivent pas. Il n'y en a que 5, il n'y a que cela. Et les anciens, vous savez, on les appelle les solides de Platon parce que Platon a laissé des écrits. Mais Socrate, qui était son maître, les avait déjà découverts. Aristote, Euclide, Léonard de Vinci, sont tous passés par les solides de Platon. C'est assez extraordinaire, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment une dynamique qui est très très importante, parce que c'est une dynamique d'autant plus intéressante parce qu'elle va nous enseigner les mathématiques, mais en même temps le subtil, et si on veut par là, le spirituel. Parce qu'elle va nous ouvrir des portes. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors ça, je l'ai mis parce que ça, c'est aussi de la géométrie sacrée pour moi. Ça, c'est Rennes-le-Château. La petite boule bleue que vous voyez, c'est au mois de janvier. Avec les vitraux, la lumière du soleil, en fait, à midi solaire, vient taper le globe que tient Jésus. Là, pas de chance. Enfin, je pense qu'avec on l'a vu, ça c'est une photo qui date du jour d'après. Et en fait, il y a dû y avoir un petit décalage d'alignement du soleil et puis d'alignement aussi planétaire parce que les choses évoluent avec le temps. Mais ça, c'est aussi de la géométrie sacrée parce qu'en fait, on est capable de construire un vitrail où la lumière va tomber à un moment donné pour créer une dynamique énergétique derrière. Notre ADN, c'est une forme de géométrie sacrée. On a le nombre d'or à l'intérieur. C'est quand même assez magique. Et on en reparlera par rapport au dodécaèdre tout à l'heure. Là, on a, en chimie, il y a Robert Moon. J'ai oublié de vous mettre la photo de Robert Moon, d'ailleurs, mais c'est pas important. C'est un chimiste américain dans les années 80, qui a été très reconnu par ses pairs. Il a fait un gros travail de recherche sur la chimie, sur les molécules. Et en fait, il s'était rendu compte, comme il était passionné aussi de solides de Platon, un jour il s'est rendu compte, le nez sur son microscope, que quand il regardait au niveau du noyau de l'atome, les électrons ou les protons qui tournaient autour allaient créer, quand il faisait une image instantanée, s'il tirait un trait virtuel entre chacun, en fait il créait un des 5 solides. Il y a quasiment toute la matière qui est sur la Terre est pilotée par les géométries qui sont là. C'est-à-dire que notre corps est piloté par ça. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler avec ces géométries-là, parce qu'en fait, on tombe tout de suite en résonance avec. Notre corps, il est construit déjà de ça. La matière, elle est construite de ça. Et ça, c'est un atome de carbone, qui est représenté par le tétraèdre, en fait. C'est une forme tétraédrique. C'est l'atome de carbone. Quand on regarde l'argile, c'est un octaèdre. Alors souvent, il y a un mélange avec autre. Je crois que c'est l'icosaèdre qui est avec, mais il y a une couche d'octaèdre, une couche d'icosaèdre, et suivant la matière, il va y avoir une ou deux couches. Et c'est encore des solides. Dans les fleurs, moi je suis toujours en admiration devant les fleurs. Là, on a un joli pentagone. C'est extraordinaire, c'est une base 5. C'est extraordinaire. La base 5, c'est la base du dodécaèdre. Hein. C'est quand je regarde une des faces du dodécaèdre, c'est une base 5. Donc ça veut dire que même la fleur, là, elle est liée avec le dodécaèdre. C'est-à-dire que là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la base du dodécaèdre. On peut imaginer que de chaque côté de la fleur,
il y a un dodécaèdre qui est représenté quelque part. Donc là, bien sûr, les solides de Platon. Et le jet, qui est une autre forme géométrique différente et complémentaire avec les solides de Platon, qui existe aussi depuis très très longtemps, dont on nous a très peu parlé. C'est un des 3 outils des pharaons, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Tout le monde connaît la croix à ancre, parce que ça on en a partout. Le bâton moise un peu moins, c'est-à-dire que moi j'appelle ça le bâton de la connaissance. C'est le grand bâton avec lequel on voit sur les hiéroglyphes le pharaon avoir soi-disant la maîtrise sur son peuple, ce qui est faux, parce que c'est pas du peuple, c'est pas des esclaves, ce sont des êtres qui sont sur le même chemin que le pharaon, mais ils n'ont pas atteint le niveau du pharaon, donc mais ils ont énormément de connaissances, les Égyptiens. Et le djed, c'est la 3e forme qui est montrer la puissance du pharaon. C'est-à-dire quand le pharaon devenait pharaon, Thoth offrait au pharaon les 3 outils, la croix à ancre, le bâton moise et le djed. Mais le djed, on n'en parle pas. C'est tellement puissant que ça a été étouffé depuis je ne sais pas combien d'années. Et aujourd'hui, depuis moi 2011, en fait, il est ressorti. Il est ressorti, il est revenu me chercher. En fait, il faut savoir que les formes que je vous présente sont en partie venues chercher Gilbert et après ils sont venus me chercher. Donc en fait, on est guidé en fait pour vous offrir des choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne nous appartient pas, parce qu'en fait, ça appartient à l'univers et c'est l'univers qui nous renvoie les messages. Et les formes nous enseignent quoi en faire. Elles nous montrent ce qu'elles peuvent faire et comment elles peuvent nous aider. Donc ça, c'est magique aussi. Voilà. Et puis dans l'être humain, parce que dans l'être humain, on a X fois le nombre d'or, on a des choses fabuleuses. Quand on voit comment fonctionne le corps humain, c'est quand même magique, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on s'approche dans la mécanique de robotique, on va dire, on s'approche de l'humain, mais on n'a pas encore tout construit comme l'être humain est fait. Il est une complexité extraordinaire. Il est capable de s'auto-régénérer. On le voit au niveau des dimensionnements, mais on le verra tout à l'heure un petit peu plus avec le nombre d'or. C'est quand même assez magique. Alors on va aborder un sujet qui, pour moi, est essentiel derrière les formes et la géométrie sacrée, ce sont les nombres. Alors, dans la première ligne, ça fait partie des nombres, mais en fait, on peut les appeler les chiffres. C'est de 0 à 9. 0 à 9, ce sont vraiment des chiffres, mais ils font partie de l'ensemble des nombres. C'est eux qui vont construire tout le reste, en fait. Surtout de 1 à 9, mais le 0 étant une valeur un petit peu comme un joker, quelque part. C'est-à-dire que derrière les nombres, si vous prenez le nombre 2, par exemple, si je mets 1 0, 2 0, 10 0 derrière, l'énergie du 2 sera toujours là. Le 0 va juste donner, on va dire, une idée de volume d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que derrière, le 0 n'a pas de valeur d'énergie propre, même si c'est une énergie quand même. Mais peu importe la grandeur du nombre, ce qui est intéressant, c'est d'abord le premier chiffre. Après, on a des nombres doubles, 11, 22, 33, 55. C'est-à-dire que l'énergie du nombre, elle va être doublée, elle peut être triplée, quadruplée. C'est-à-dire que là, l'énergie elle va être beaucoup plus forte. Ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, c'est qu'on peut additionner les nombres. C'est-à-dire que 11, ça fait 1 plus 1, 2. C'est-à-dire que derrière ce chiffre 11, on a l'énergie du 2. Et on peut continuer comme ça assez longtemps. Par exemple, si je prends le 84, je vais avoir 12 derrière. 12 va me donner aussi 3. C'est-à-dire qu'en sous-jacent, discrètement, il va y avoir l'énergie du 84, qui est 12 x 7, qui est déjà pas mal. Donc on a déjà le 7 et le 12, parce que ça peut être aussi les multiplications, ça peut être des compositions. Mais en même temps, derrière, il va y avoir le 12 et le 3. C'est-à-dire qu'on va avoir une dynamique qui va pas être simplement mono-énergie, entre guillemets, derrière. Il y a des sous-jacents qui, eux, sont là derrière et qui vont accompagner aussi, qui vont amener une autre résonance. Et puis, il y a des chiffres très sympathiques, 666, 777, 888, ceux-là, ils sont en trilogie comme ça, là, c'est assez sympathique. Vous allez voir, on va les découvrir un petit peu plus. Il y a des idées reçues, des fois, aussi, sur les nombres. Et puis après, il y a les nombres irrationnels, qui sont très intéressants, le nombre d'or, et pi. Ceux-là, moi, je les trouve magiques, parce que ils ont des caractéristiques assez particulières. Et il ne faut jamais oublier, derrière, que les nombres amènent une énergie, pilotent l'énergie, mais la matière, elle l'incarne. Le nombre tout seul n'est rien, en fait. C'est de l'éther, c'est de la dynamique. S'il n'y a pas la matière, il n'y a pas d'expression.
Donc une table, c'est une expression de nombre, et notre corps, c'est une expression de nombre. Si je faisais 1 centimètre de plus, ben, j'aurais pas la même énergie. On le retrouve dans les ratios des pyramides de Khéops, par exemple. Si je prends l'apothème d'une face avec le demi-périmètre, en fait, on obtient le nombre d'or. Mais si le périmètre faisait une coudée de plus, une coudée c'est 52,36, pardon. Donc on va dire un demi-mètre. Si un côté faisait simplement une coudée de plus, eh ben on n'aurait plus le nombre d'or. C'est quand même assez magique. Donc tout est vraiment dans l'incarnation avec précision, quoi. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y a une grande précision derrière. Alors je me suis fait une petite réflexion qui m'est arrivée comme ça pendant que j'étais en train justement de réfléchir à la présentation de cette conférence. Ça ne m'était jamais venu avant et en fait j'essaie de décomposer le nombre le mot nombre. En fait en mathématiques, quand on veut donner une dynamique de puissance, on dit souvent multiplié par n, enfin on peut le lever au carré, au cube et compagnie en fait, mais quand il n'y a pas de valeur fixe, on utilise la lettre n. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, on va dire par exemple 10 puissance n quand il y a une évolution dans une équation qui va avoir un paramètre qui peut évoluer. Mais en fait, quand je regarde, un nombre, c'est une puissance. Donc ça peut être une puissance x élevée à la puissance n, c'est-à-dire que suivant le nombre, la puissance ne va pas être la même. Mais dans l'ombre, c'est pour ça que j'ai dissocié. En fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand je dis l'ombre, c'est pas nombre négatif, c'est l'ombre parce que c'est sous-jacent à l'énergie dans la matière. Alors on va rentrer par le nombre phi parce que celui-là, le nombre d'or, c'est quelque chose, tout le monde en parle. Peu de gens savent l'exprimer. Quand je pose la question, souvent on me dit ah ouais, c'est le nombre phi, c'est le nombre pi. Oui, c'est quoi le nombre pi? C'est un 618, mais ça va beaucoup plus loin qu'un 618. Un 618, c'est le résultat mathématique. Les anciens disaient que le nombre pi, c'est la perfection de l'harmonie et de la beauté où il se trouve. Et c'est exactement ça. Quand on a quelque chose qui est au nombre d'or, c'est-à-dire que c'est un ratio le nombre d'or, c'est une longueur sur une autre, c'est une dimension sur une autre, et bien en fait c'est très harmonieux. Il y a, dans le corps, on l'a au niveau du corps. Si je prends ma hauteur divisée par la distance entre les pieds et le nombril, si je suis bien fait, c'est au nombre d'or. Et si c'est bien fait, mon corps sera harmonieux. Si c'est pas vraiment à cette énergie-là, en fait, il y aura une dissonance, il y aura quelque chose qui peut nous paraître bizarre. Le visage des personnes, c'est pareil. Il y a un chirurgien esthétique américain qui a découvert ça il y a une quinzaine d'années, et passionné des solides aussi. Et en fait, il s'est rendu compte que le visage des stars, tous les stars, les acteurs qu'on trouve très beaux d'entrée de jeu comme ça, même si on ne sait pas pourquoi, mais en fait, leurs yeux, les distances des sourcils, la largeur du nez par rapport à la bouche, en fait, ils ont plein de rapports au nombre d'or. Et lui, il a fait tout son travail, il fait tout son travail là-dessus, et j'ai fait une recherche pour voir si je retrouvais son nom, je ne l'ai pas retrouvé. Mais en fait, il y a plein de chirurgiens maintenant qui l'utilisent. Même en esthétique, maintenant, ils partent sur l'idée de redessiner un petit peu avec le maquillage, éventuellement, le visage au nombre d'or. Et c'est vrai que ça donne l'harmonie. Le nombre d'or, c'est l'harmonie. Et quand il y a l'harmonie, parce que moi, dans l'industrie, on l'a vu, parce que moi, j'étais chef de projet dans la machine-outil, et on a discuté un jour avec un copain qui était très connecté, entre guillemets, sans le savoir, parce qu'il était un peu beaucoup dans la matière. En fait, quand on voit une machine ou une voiture ou quelque chose qui est harmonieux, elle est solide. Elle va durer dans le temps, en fait. C'est assez drôle, hein. Comme quoi, il y a une relation aussi avec l'énergie. Alors, comment on construit le nombre d'or? On va partir d'un carré de valeur 1, peu importe l'unité, on va prendre la valeur 1. On coupe ce carré en deux rectangles, par la moitié. Et si je prends la diagonale d'un des rectangles et que je l'abaisse avec un compas, eh bien en fait, j'ai dessiné le nombre d'or. La partie qui va être dessinée par l'arc de cercle, en fait, fait 0,618 et la somme, donc ça veut dire que si je prends la grande longueur entre le carré plus l'arc de cercle, ça fait un 618 divisé par 1, on aura le nombre d'or, donc c'est un 618. Peu importe la taille du rectangle, vous pouvez le faire avec n'importe quelle taille, on aura toujours le rapport du nombre d'or. Alors le nombre d'or, il a une particularité qui est très intéressante, c'est le seul nombre que je connaisse qui fasse ça. Donc le nombre phi c'est 1 618 033, alors comme je vous l'ai dit c'est irrationnel, donc ça veut dire que c'est à l'infini, hein. Aujourd'hui avec les ordinateurs ils arrivent à calculer
Je crois que c'est 50 000 chiffres après la virgule. Et ils sont en train de chercher pour aller voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Et la particularité, c'est que ce ne sont pas des suites de chiffres. C'est-à-dire que là, on le voit déjà, parce que bon, il y a 2 fois 33, mais ça peut être n'importe quel chiffre derrière. Il n'y a pas de suite logique, c'est pas du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est vraiment... il y a une vie derrière. Si je multiplie par lui-même le nombre phi, que je l'élève au carré, donc, eh bien j'ai 2,618. C'est-à-dire que au niveau de la racine, ça rajoute 1. C'est magique, c'est le seul nombre. J'ai beau essayer avec d'autres, c'est le seul qui fait ça. Et si on fait l'inverse du nombre pi, c'est-à-dire que je divise 1 par phi, eh bien j'ai 0,618. On a retiré 1 dans ce cas-là. C'est invraisemblable, quoi. On aurait voulu l'inventer, celui-là, je ne sais pas si on aurait réussi, quoi. Alors, le nombre phi est toujours associé aussi, ou disons plutôt, je dis à l'inverse, la suite de Fibonacci est toujours associée au nombre d'or. Pourquoi ? Parce que c'est un grand mathématicien italien à qui on a demandé d'étudier et de mettre en équation le développement des lapins. C'est tout bête, quoi. Et en fait, il est parti sur l'idée que, au départ, il avait un couple de lapins, et puis après, ces lapins-là, au bout de 2 mois, ils font 2 lapins à leur tour, et ainsi de suite, tous les 2 mois, et donc, il a observé combien ça faisait de lapins à partir d'un certain nombre d'années. Donc, là, je vais faire pareil, donc je prends un carré de 1, j'en rajoute un deuxième, et en fait, après, on fait la somme des deux. C'est-à-dire que je vais faire 1 plus 1, ça fait 2, donc là, je vais rajouter un carré qui va faire 2 de côté. Ensuite, je rajoute 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, on peut en tirer une spirale qu'on appelle la spirale au nombre d'or. Ou la spirale de Fibonacci, mais c'est souvent la spirale au nombre d'or, qui est très jolie quand on la regarde toute seule. Et ça, on la retrouve dans la nature. Alors pourquoi on appelle ça la spirale au nombre d'or ? Parce que si je prends le nombre 1, un nombre et que je le divise par son précédent, je vais avoir une valeur. Alors au départ, elles sont en dessous et au-dessus toujours du nombre d'or. On voit bien 1,66, c'est très loin du nombre d'or. Par contre, si je continue et qu'on avance dans la suite de Fibonacci, plus ça va aller, plus on s'en approche. Et il arrive un moment où on est très très proche du nombre d'or, au moins à 4 décimales. Parce que là, on le voit. À partir de 377, à partir de l'évolution à 377, on a le nombre d'or qui va continuer comme ça. Et plus on va avancer, plus on sera très proche de la réalité du nombre d'or, ou de la précision. Donc je viens de parler tout à l'heure, donc le corps, ça c'est un exemple typique de ça. L'autre exemple dans la nature, le chou romanesco, on voit bien les spires. La pomme de pin, l'ananas, en fait tout ce qui est composé par des spirales. Alors on dit que c'est au nombre d'or, c'est pas parce qu'il y a le 1,618 dedans, c'est parce qu'en fait le nombre de spires que va constituer la forme, notamment par exemple sur le chou romanesco, est un nombre qui fait partie de la suite de Fibonacci. C'est-à-dire que souvent on retrouve des spires par 8, par 13, par 21, et en fait c'est pour ça qu'on appelle ça des objets ou de la nature au nombre d'or. Le rectangle au nombre d'or, alors lui il a une particularité aussi, c'est que c'est un rectangle qui aura un côté, si on a un côté de 1, l'autre côté sera 1,618. Alors ça c'est une énergie qui est très particulière. Si on fait sa maison avec ce rapport-là, pour y vivre, ça devient compliqué, on a intérêt d'être un peu initié et supporter l'énergie. Mon copain Gilbert, une fois, en harmonisant une maison, il est tombé sur une maison au nombre d'or. Mais la personne qui habitait là, c'était pas n'importe qui, le gars était déjà très connecté. Et quand il est arrivé, il a senti que l'énergie était très forte, très particulière. Et puis quand il a commencé à faire le travail sur le plan, il a regardé, le rectangle, il est un peu particulier là, on dirait. Donc il a sorti son mètre, il a regardé, il a mesuré, punaise, une maison au nombre d'or. Mais effectivement, pour y vivre, c'est costaud. D'ailleurs, on ne vit pas dans une église, par exemple. Tous les lieux où il y a beaucoup d'énergie, en fait, on vit toujours à côté, on se sert de ce lieu-là pour faire un travail d'évolution, de connexion, de prière, de méditation. Mais le prêtre, il vit dans le presbytère, il ne vit pas dans l'église. C'est beaucoup trop fort. En fait. Le corps, au bout d'un moment, il sature.
Alors le rectangle au nombre d'or, c'est assez rigolo. La carte vitale, elle est sur ce principe-là. Là, vous allez voir comment ceux qui nous gouvernent, entre guillemets, ils ont des connaissances assez importantes. Une carte bancaire, toutes les cartes de fidélité, elles sont faites comme ça. Les logos, alors ça, les logos, comme je disais tout à l'heure, ça donne une certaine harmonie. Alors en donnant l'harmonie, effectivement, ça donne envie aux gens d'aller vers ça, quoi. Donc là, plein de logos sont faits au nombre d'or. Hein. Alors on va pas détailler parce que sinon on y passerait la journée. Les constructions, hein, les anciens construisaient énormément sur le nombre d'or. Ça, celui-là, c'est un exemple typique en Italie, ou en Grèce plutôt. Alors, il y a une autre particularité, c'est au niveau du dodécaèdre. Dans le pentagone, on va découvrir que ce pentagone a des rapports au nombre d'or. C'est-à-dire que si je prends la diagonale entre deux pointes par rapport à une autre diagonale qui vient couper la première, en fait, j'ai un rapport au nombre d'or. Inversement, si on le fait dans l'autre sens, on l'a une deuxième fois. Et on l'a aussi sur les rapports des petits segments qu'auront dessiné ces trois diagonales. Donc ça veut dire que là, vous avez vu, on l'a fait sur, on va dire, une diagonale, hein, qui est celle horizontale. Mais après, il y en a 5. Ça veut dire que là, il y a 4 fois 5, ça fait 20, plus par 12 faces. Et on va voir qu'il y en a encore d'autres. Il y a ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est-à-dire que le triangle d'or, ce sont des triangles qui sont au nombre d'or, mais en ayant deux grands côtés qui sont au nombre d'or par rapport aux petits côtés. D'accord ? Donc ça, on appelle ça un triangle d'or. Donc ça, c'est pareil, on va l'avoir plein de fois dans le pentagone et dans le dodécaèdre. Et on a ce qu'on appelle un triangle d'argent, parce que là, il n'y a qu'un seul côté qui est très grand pour deux autres petits. Donc ça veut dire que le nombre d'or va être sur le grand côté avec celui d'en bas, et une deuxième fois avec celui d'en haut. Donc ça, c'est très... Alors le toit en triangle d'or, il y en a plein qui le construisent comme ça. On a un angle de 36 degrés sur la petite pente. Il y a beaucoup de gens... Un jour, j'ai un copain qui était charpentier, qui me dit « je vais faire le toit de ma cabane pour le terrain avec un triangle d'argent, parce qu'il y a le nombre d'or dedans. » Donc il avait fait un angle de 36 degrés. C'est... Voilà, donc après on retrouve dans les pentagrammes qui sont à l'intérieur le triangle d'or en grand format et le triangle d'argent. Voilà, donc tout ça pour dire que au bout d'un moment, on se retrouve dans le dodécaèdre, juste sur les faces, avec 720 fois le nombre d'or. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'énergie, comme toute onde de forme, l'énergie rentre par les faces, elle se condense dans le centre de la forme, et elle se réexpand, parce que l'énergie ne reste jamais dans la forme, et elle va s'expandre par les arêtes. C'est-à-dire que là, par exemple, la table, il y a de l'énergie qui rentre par les faces. Ça se condense à l'intérieur, il se passe quelque chose. Alors là, il ne va pas se passer grand-chose, parce que c'est une table, au niveau de la géométrie, sauf si elle était au nombre d'or. Et en fait, par les arêtes, il y a de l'énergie qui va se réexpandre. L'énergie circule en permanence. À partir du moment où l'énergie ne circule plus dans la matière se décompose. Tout ce qui tient à la matière, ce n'est que l'énergie. On enlève l'énergie, la matière tombe, c'est de la poussière. Quand quelque chose tombe en poussière, c'est que l'énergie est partie, il n'y a plus lieu d'être. L'énergie n'a plus lieu d'être là. Et en fait, ce qui retient les atomes entre eux, malgré que tout est solide, hein, et bien là, c'est 99% de vide et de l'énergie. 99% d'énergie, 1% de même pas de matière. C'est assez impressionnant. Et quand on regarde dans le dodécaèdre, là où ça va encore plus loin, c'est qu'au milieu du premier pentagone qu'on a créé, avec les diagonales, on va retrouver un deuxième pentagone, puis un troisième, puis à l'infini. À l'infini. C'est-à-dire que le dodécaèdre, il a l'énergie phi à l'infini. Donc ça veut dire que cette forme-là, c'est pour ça qu'elle est magique, et pour nous, elle est universelle. C'est qu'à l'infini, il y a des spirales au nombre d'or. Et d'ailleurs, c'est la forme de l'harmonie, ça. À notre connaissance, c'est la forme la plus harmonieuse qu'on puisse trouver sur la Terre aujourd'hui. Et c'est pas étonnant, puisqu'effectivement, elle est bourrée de nombres d'or. Alors, le pentagone a une autre particularité, c'est son angle aux pointes. 108 degrés. 108 degrés, c'est quoi ? C'est l'angle de la molécule d'eau. Ça veut dire qu'entre deux molécules d'hydrogène et la molécule d'oxygène, on a un angle de 108 degrés. Ça, c'est
c'est l'angle quand la molécule d'eau est à son maximum d'expansion. Et quand elle est dans un lieu où il n'y a pas de pollution, où il n'y a pas de stress. Aujourd'hui, et ça fait un moment, parce que moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie des formes, déjà il y a 30 ans, on nous disait que l'angle de la molécule d'eau, c'était 104, 104,5. Pourquoi ? Parce qu'on a électrifié la planète. Et alors là, maintenant, je ne vous dis pas, avec toutes les pollutions électromagnétiques qu'on est en train de lancer autour de la planète dans tous les sens, la molécule d'eau se referme, elle se protège en fait. Pourquoi on voit aussi pas mal de gens qui sont perturbés ? C'est parce que nos molécules d'eau, elles sont perturbées. C'est notre première antenne. Pour peu qu'on ait des métaux d'eau dans le corps, effectivement, c'est notre deuxième antenne. Alors là, on est encore plus perturbé. Et la molécule d'eau, elle se ferme, elle se protège. Et en se protégeant, elle respire moins. Parce que la molécule d'eau, Patrick Lebert le dit très bien, elle est respirante, elle a une dynamique. L'eau n'est pas là que pour nettoyer, elle amène aussi une nourriture. Ça, je pourrais vous en toucher 2 mots, tiens, pendant qu'on y est. Quand la pluie tombe dans le ciel, l'eau s'informe, elle capte des informations cosmiques. À partir du moment où l'eau arrive sur le sol, elle est frappée au sol, comme une dynamisation. Vous voyez, en biodynamie, on secoue un liquide pour qu'il se charge en énergie. Et bien l'eau, c'est ce qu'elle fait quand elle tombe. Dès qu'elle arrive sur le sol, elle se charge d'énergie, ça lui donne une grosse dynamique pour garder cette information. Quand elle rentre dans la terre, elle devient souterraine, elle absorbe les minéraux. C'est pour ça qu'une rivière souterraine, si on dort au-dessus, en fait on se fait piquer nos minéraux parce qu'elle est là. Son principe de base de l'eau, quand elle est souterraine, c'est d'absorber les minéraux. Et quand elle arrive à la source, il y a une magie qui se crée, il y a une inversion, et là elle donne les minéraux. C'est-à-dire que les minéraux deviennent assimilables. Elle les offre à celui qui va la boire. Ça c'est assez magique. Donc ça c'est la petite parenthèse pour l'eau. Il y a des scientifiques qui ont essayé de stresser la molécule d'eau, je crois que c'est dans les années 80 ou 90. Ils ont essayé de la faire descendre jusqu'au maximum qu'ils pouvaient, donc ils l'ont stressée à mort. Ils ont réussi à la faire descendre jusqu'à 100 degrés, et après ils ne savent pas ce qui se passe. Est-ce que la molécule d'eau résiste ? Est-ce qu'elle meurt ? Ils n'ont pas réussi à faire la part des choses à l'époque, mais on sait qu'il arrivera un moment où la molécule d'eau va plus supporter trop de stress. Alors il y a un autre nombre, on en parlait, donc le nombre pi, c'est un rapport aussi, c'est comme un peu comme phi, sauf que là c'est par rapport à un cercle, c'est-à-dire qu'on va avoir un rapport entre le périmètre du cercle et son diamètre. Donc 3, 14, 16, et ça va jusqu'où l'on veut, là c'est pareil, c'est irrationnel, c'est à l'infini. Il y a un bâtiment dans lequel le nombre d'or est écrit, je crois que c'est en Égypte, où ça parcourt, le bâtiment est assez grand, il doit être à peu près comme la pièce, et ils ont écrit le nombre d'or sur tous les murs comme ça tourne, il y a une quantité de chiffres qui sont assez importants. Ce nombre-là, il va être très utilisé dans tout ce qui est mathématique, notamment pour les calculs de surface, les calculs d'air, des volumes de sphères, de cylindres. Donc en mathématiques, il est énormément utilisé. Et en fait, on n'y pense même pas, quoi. Ça paraît normal dans notre culture, mais en fait, derrière, il y a une énergie très particulière. Et comme je vous disais tout à l'heure avec le 0, c'est pareil avec ces nombres-là, tous les nombres. À partir du moment où il y a une virgule, vous déplacez la virgule, vous gardez l'énergie du nombre. Ça ne change rien. C'est-à-dire que là, on pourrait mettre 314, il y aura un peu plus de dynamique parce que le chiffre est un peu plus fort, mais ce qui est important, c'est le 314, c'est-à-dire que c'est l'énergie du nombre pi. Je fais 0,314, c'est pareil, l'énergie elle est là aussi, quoi. Ça ne changera pas grand-chose, le fait qu'il y ait une virgule. Alors, les cartes du tarot, c'est très intéressant parce que ce sont des nombres, de 1 à 22. Et on peut faire plein d'approches avec les cartes du tarot. On peut déjà coller à l'image, c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que je vais vous proposer là, par rapport à un chemin de vie. Alors ça, c'est une des interprétations, il y en a plein, mais quand on regarde le battleur, le premier, le 1, il arrive, c'est nous à la naissance, on est là, on arrive, on a plein d'outils pour notre chemin de vie. D'accord ? Puis on est accompagné parce qu'on a nos grands-parents, l'arcane 2 et 5, et puis on a nos parents qui sont là, on voit bien. Alors si vous ne voyez pas assez, je peux agrandir les images. Vous voulez que je agrandisse ? Je vais vous mettre les arcanes en grand, ça sera plus simple pour voir. Voilà, donc je vais rester comme ça pour pouvoir cliquer. Donc là, le battleur, on voit bien, il a plein d'outils, parce qu'en fait, à la naissance, on a
plein d'éléments pour faire notre chemin de vie. On ne le sait pas, mais en fait, les éléments sont là. Et puis après, on va être aidé. Je vais changer l'endroit, si la souris va bien. Voilà. On a notre grand-mère, notre mère qui nous coucoune, là, on est sous son aile. Notre père qui nous protège, et puis notre grand-père qui nous apprend d'autres choses qu'on ne voit pas avec quiconque. En fait, c'est la particularité aussi des grands-parents. On va avoir, avec l'âge, quand on commence à arriver à l'adolescence, on a des choix à faire. Que ce soit des choix de vie, puis des choix de pères qui vont aller avec nous, des choix amoureux, vers quelle direction je vais, qui va m'accompagner. On continue à grandir, et puis on commence à avoir 18 ans, on a la voiture, la liberté, des choses comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on voit bien que les deux chevaux n'ont pas la même couleur. Souvent, dans l'interprétation de cette carte-là, c'est l'ego et le mental. Comment maîtriser notre vie, comment maîtriser qui on est à l'intérieur de nous. Ça, c'est un grand apprentissage aussi. La justice, c'est quand on va commencer à travailler, on gagne de l'argent, mais il faut aussi être dans les règles, dans les règles de la vie. Hop, pardon. L'ermite, là, il commence à y avoir une petite étoile là qui arrive. On s'intériorise un petit peu, par moment on se pose des questions, on se dit qu'est-ce que je fais sur cette planète? Quel est mon chemin? Et puis voilà, ça va passer parce que c'est une première étape. On arrive à la croisée de nos vies, croisée de notre chemin. À nous de voir. Et puis la force de l'âge. On dit souvent que pour un homme c'est 33 ans, ça a plutôt été 40. Mais voilà, à un moment donné, on a notre summum qui est là, qui peut être symbolisé par cet arcane. Et puis, c'est la période aussi où on commence à regarder le monde autrement. Mais il y a l'envers, il n'a pas la même vision. Et en regardant le monde autrement, on va se dire, ça, je ne l'avais pas vu sous cet angle. Je vais peut-être y réfléchir, parce que ça m'intéresse. Et puis, il arrive un jour, on en a marre un peu de tout ça, et puis, on fait table rase. On se dit, ça suffit, cela, il m'emmerde. Excusez-moi l'expression. Je vais aller vers autre chose, et je vais essayer de découvrir autre chose au fond de moi. Donc, on va changer d'énergie. On le voit là, l'énergie circule, s'associe. Et là, ce qui est très intéressant à cet arcane, regardez les couleurs des deux jarres, rouge et bleu. Si on les mélange, ça donne quoi comme couleur? Violet. 7e chakra spirituel. Ah, tiens, petite étincelle qui commence à me dire, peut-être que tu penses à autre chose. Faut peut-être que tu regardes ton vrai chemin de vie. Alors le diable, c'est un passage obligé par rapport au Dieu. Alors moi, j'aime pas, j'ai rien de catholique, il n'y a rien de religieux dans ce que je vous annonce, dans ce que je vous dis. Donc moi, je l'appelle le créateur. Mais derrière le créateur, la carte, elle a deux faces, comme toutes les cartes. Et derrière, il y a ce qu'on appelle le diable. Et c'est pas forcément négatif, le diable. On le reverra plus tard. Donc, il y a un passage obligé, c'est que si on veut passer dans une certaine évolution, il faut voir les deux côtés de la carte. Sinon, c'est trop facile. Si on prend que le beau côté, tout va bien, je suis tranquille, je suis peinard, mais le diable, c'est aussi aller voir notre petit diable intérieur. Et puis, c'est la fête, parce que là, on a commencé à trouver notre chemin de vie. Donc, c'est les bulles, l'effervescence. Là, on pourrait croire que les bonhommes, ils sont tombés de là-haut, mais en fait, non, ça peut être des troubadours qui font la joie, qui expriment la joie, tout simplement. Parce qu'autour, c'est quand même assez féerique, quoi. Il y a des bulles de tous les côtés, c'est vraiment le champagne, quoi. J'ai perdu. Voilà. Et puis, un jour, on va retoucher notre petite étoile là, qui nous illumine depuis qu'on est arrivé sur la Terre. C'est aussi le côté, la star qui est en nous, qui doit se réveiller, si c'est pas déjà fait. Pourquoi on dit les stars, c'est pas anodin. Les stars sont les étoiles qui viennent s'incarner pour nous guider dans notre chemin de vie. Et puis, la Lune, c'est la porte de l'astral. On le verra avec le 666 tout à l'heure, avec le nombre 666. Vous voyez en bas la petite bête, là, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on parle de la bête qui sort de l'eau. C'est notre bête intérieure qu'on essaye de voir, parce que là, on la voit très peu, mais en fait, elle est au fond de nous. Donc à partir du moment où on met le doigt dessus, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Donc on va aller voir un peu plus loin. La Lune, c'est un bel outil pour faire ça. Et le Soleil, c'est notre lumière, ça peut être aussi notre double, notre enfant intérieur, ou notre être de lumière, parce qu'ils se ressemblent énormément, les petits personnages.
Et puis le jugement, le mot est peut-être pas forcément juste, hein, c'est peut-être une renaissance qui arrive, ça y est, on va passer à autre chose, parce qu'à côté, les gens qui sont autour, ils sont en mode de prière, hein, ils sont pas n'importe comment. Et puis la carte du monde, alors cette carte du monde elle est magique parce que ce sont les 4 évangiles, ce sont les 5 solides de Platon. Quand je regarde au milieu, j'ai le dodécaèdre, et autour, j'ai les 4 solides, la terre, l'eau, l'air, le feu, l'éther. C'est une symbolique des 5 solides de Platon. Et le monde, c'est tout ce qui nous entoure, c'est le monde dans lequel on est, mais le monde, on sait que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, donc il est aussi à l'intérieur de nous. Et puis le mât, c'est la consécration, hein, c'est l'arrivée au bout du chemin de vie de lumière. Le mât, il a besoin de rien. Il a son petit baluchon, le matériel, il en est sorti. Il est parti sur autre chose. Il a réussi à transmuter beaucoup de choses. Alors, ça c'est une vision, mais en même temps, vous avez vu que chaque arcane a un nombre. D'accord ? Donc ça veut dire que on peut se lier. Moi, c'est ce que j'ai reçu quand je fabrique les jeds, les 2 formes qui sont là-bas. En fait, comme tout est piloté par les nombres, en fait, dans chaque jet qui correspond au nombre d'une arcane, ça veut dire que l'arcane, elle est dans le jet. C'est-à-dire qu'il y aura aussi cette énergie en plus de la forme. Donc ça va nous nourrir à ce niveau-là. Hop, alors. Ça, je vais l'éteindre. Voilà. Et je vais reprendre. Alors, on va rentrer vraiment dans les nombres. Donc là, on va repartir des chiffres. Le 1, l'unité. Alors, je vais faire un truc complètement basique. Le 1, l'unité. Le 2, la dualité ou le binôme. Le 3, la trinité, la trilogie. Le 4, c'est le chiffre de la Terre. Son vrai chiffre, c'est le 40. Mais comme je disais tout à l'heure, le 0 n'a pas forcément beaucoup d'influence. Donc le 4, c'est la Terre. Pourquoi ? Si vous connaissez le périmètre de la Terre, au niveau de l'équateur, c'est 40 000 km. Le 5, on a vu, c'est le pentagone. Le 6, l'hexagone. Le 6, c'est aussi une énergie particulière, on le verra avec le 666. Le 7, c'est la perfection. C'est le Christ, c'est l'énergie du cœur. Le 8 aussi d'ailleurs, mais le 8 il a une autre particularité, c'est la léniscate. C'est le signe de l'infini, qui peut être dans n'importe quel sens, vertical, horizontal, en diagonale, peu importe. Le léniscate, Luc Baudin, lui il l'a reconnu comme étant l'énergie vibratoire de chaque atome dans le corps. Quand il fait un soin, il relance la dynamique du léniscate pour que l'organe se remette en marche. Le 9, le 9, j'ai eu plusieurs interprétations à une époque. Mais hier, il y a eu une confirmation que Françoise, mon épouse, a reçue par une dame qui est passée. Souvent, on m'a dit c'est le 999, c'est le nombre de Dieu, le nombre du Créateur, quoi. Et en fait, ça a des chances que ce soit le nombre de Dieu, mais avec l'être humain, avec le corps de l'être humain. On va le voir après. Alors après, je vais être un peu vite. Voilà. Donc après, des nombres un peu particuliers, hein, comme le 12, on l'a vu tout à l'heure. Alors le 12, c'est quoi ? Le dodécaèdre, il a 12 faces. Le chiffre 12 est très intéressant. On a 12 mois, 12 zodiaques, 12 heures du matin, 12 heures de l'après-midi, 12 brins d'ADN. Ah tiens, c'est marrant ça. Il y a vachement de 12 autour de nous. Le dodécaèdre est une forme qui est en lien avec l'ADN. Quand on travaille avec le dodécaèdre, on travaille avec l'ADN. On aide l'ADN à se reconstruire. Et contrairement à ce qu'on pense, l'ADN n'est pas figé. Il est en constante évolution, permanente. En fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on mange, de ce qu'on vit, du stress qu'on reçoit, l'ADN va se structurer d'une façon ou d'une autre pour nous aider sur notre chemin d'évolution. Et le dodécaèdre, eh bien, en fait, normalement celui-là il est un peu particulier parce que c'est pour un besoin spécifique en géobiologie. Si je prends la lampe, il y a 2 faces verticales, connexion tertielle, ça c'est les 2 brins d'ADN, ça c'est le brin d'ADN primaire, et puis après, les 10 autres, ils sont tournés vers l'univers. Donc un dodécaèdre capte de l'énergie tertielle, et en même temps, de 10 univers différents, ce qui fait que,
Là, on s'en rend pas compte, mais on est en train de parcourir 800 km à la seconde, là, tranquille. Et encore, je ne parle pas dans l'univers ou dans la Voie lactée, juste simplement la rotation de la Terre. Ce qui fait que les informations qu'on reçoit par le dodécaèdre ne sont jamais les mêmes. Les planètes ne sont pas dans le même axe. La galaxie est dans une autre configuration énergétique. Donc le dodécaèdre, il reçoit en permanence des énergies qui sont complètement différentes de seconde en seconde. Donc le 40, on en a parlé tout à l'heure. Le 144, c'est 12 x 12. Donc là, on va encore un peu plus loin avec le nombre 12, encore une fois. Ou le nombre 9, l'intériorisation. On peut le retrouver aussi, j'en parlerai tout à l'heure, avec le nombre 666. Le 369. Le 369, c'est un nombre qui était très important pour Tesla. Tesla avait écrit « Celui qui découvrira ou qui connaîtra le secret du 369 aura les connaissances de l'univers. » À mon avis, lui, il les avait. Pour avoir dit ça, c'est qu'il les avait. Et le 432, si vous connaissez la musique au 432 Hz, c'est une fréquence de guérison. Et c'est pour ça qu'on nous a imposé, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le 440 Hz pour la musique. Aujourd'hui, si vous achetez un instrument de musique dans le commerce, il a obligation, depuis 1973, d'être à la fréquence hertzienne de 440 Hz, qui est une fréquence plutôt l'inverse de la guérison. Heureusement, les créateurs d'instruments de musique, ils ont bien compris le système. Très souvent, ils mettent une clé. Notamment les instruments à vent, c'est très facile parce qu'en fait, il y a une petite clé vibratoire. Et en fait, si on la retourne, elle est construite de telle façon qu'on l'achète à 440, on la retourne, il est à 432. Donc il y en a quand même qui restent sur l'ancienne mode. Et il y a un lien entre les deux, alors j'en parlais tout à l'heure, entre le 369 et le 432. Après, il y a les nombres miroirs. Alors, à ne pas confondre, il y a beaucoup de gens qui appellent les nombres miroirs les nombres doubles. C'est-à-dire, par exemple, 12-21. 12-12, pardon. 12-12, c'est pas un nombre miroir pour moi. Le miroir, c'est, on met un bandeau au milieu, comme le 12-21, et on a les deux chiffres qui sont vraiment en miroir. Le 101, c'est pareil, c'est le 0 qui sert de miroir. Le 101, en numérique, c'est le chiffre 6. Alors, je ne sais pas si ça vient de ça, qu'il y a eu les 101 dalmatiens, parce que le 6, c'est quand même un chiffre particulier. Je ne sais pas, hein, ça m'est venu en écrivant la conférence. Le 12-21, bah, c'est intéressant, parce qu'en fait, on l'a vu dans les arcanes du tarot, le 12, c'était le pendu, le 21, c'est le monde. Ça veut dire qu'en regardant sous un autre angle, on change de monde. Donc ça veut dire que le nombre là, vous voyez, ça paraît anodin, ce 12-21, mais en fait, il nous instruit de quelque chose. Il va nous imprégner d'une énergie qui va nous amener à une compréhension qui va être autre. Le 13-31, je vous ai sorti les deux jets qui sont là, ce sont des 13-31. Le 13, c'est l'arcane sans nom qui coupe le passé et qui permet de repartir sur une nouvelle base. Okay. Et le 31, dans l'expression, hein, quand on se met sur son 31, c'est au moment du réveillon, on se met sur notre plus bel apparat. Quand on travaille avec la forme du gène en 13-31, en fait, on va permettre au corps de passer d'un monde dont on n'a plus besoin vers quelque chose qui sera notre plus bel apparat. En fait, il va nous accompagner à nous retrouver nous-mêmes pour qu'on puisse exprimer vraiment qui on est, quoi. Même si tous les gènes le font, mais là, encore plus, quoi. Et puis, bah, les nombres triples, 666, 777, 888, 999, ceux-là, ils sont magiques aussi. Donc le 666, on va le regarder. Le 777, c'est l'ultra perfection, on va dire, quelque part. C'est la connexion vraiment dans le cœur, mais vraiment, c'est un nombre sacré. Alors, je parlais tout à l'heure du 432 et du 369, leur lien. En fait, il est très simple. La transition se fait par les nombres. Le 3 existe. Le 4 plus 2, ça fait 6. Et la somme de 432 fait le 9. Ça, ce sont les nombres qu'ils m'ont montré. Je ne l'ai pas trouvé par l'intellect. Alors, le 666, hein, vous savez tous que c'est le nombre de la bête. Hein, on commence à trembler, là. Hein. Là, je vais vous amener autre chose. J'aime bien faire ça. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 18, rappelez-vous bien, chapitre 13, verset 18, il est dit, « Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Déjà, c'est étonnant de calculer un nombre. Déjà, je vais réfléchir, on se dit, « Waouh, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire ?»
Alors là, je vais rendre hommage à un gars qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Mysteria. Je vous invite à aller le regarder, il est extraordinaire. Il va vraiment creuser les choses et il m'a apporté des compléments d'information. Et c'est marrant parce que ça, je l'ai vu il y a 2 mois, avant de préparer la conférence. J'avais des clés, mais pas assez, quoi. Et en fait, lui est arrivé. Alors, il est allé chercher autre chose, une deuxième clé, toujours dans l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, pour la petite parenthèse, l'Apocalypse ne veut pas dire destruction, fin du monde et tout ce qu'on veut. En grec, ça veut dire révélation. Donc le 666, déjà, il a une autre configuration. Puis il mesura la muraille, qui fut de 244 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. Waouh, c'est vachement codé ça encore aussi. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Ces 2 chiffres-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Si on sort notre petite calculette de l'époque de la 6e, et qu'on fait le sinus de 666, on obtient 0,809. Cosinus 144, idem. Si on les additionne, on a le nombre phi. Tiens, lui il ressort encore une fois, c'est logique. Ça veut dire que dans le 666 et 144, on a une petite notion qui va nous emmener vers le nombre phi. Ça va encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le 666, c'est la somme de 2 nombres, miroirs. 234, 432. Tiens, encore le 432. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? On a souvent des similitudes et des revenants. Le 234, il est magique parce que c'est le 13 par 18. 13 fois 18. Et tout à l'heure, je vous ai dit, rappelez-vous, chapitre 13, verset 18, dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est fait exprès ou pas? Je pose la question. Le 432, c'est 3 fois 144. 144, dans les textes spirituels, entre guillemets, ils disent que c'est Israël, dans les clans spirituels, fait 144 coudées de haut. Voilà, je retranscris, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas cherché. Mais c'est encore une fois, 3 fois, 12 fois 12. Donc on a encore d'autres chiffres qui sont derrière. Et le 369. Donc ça, c'est une première partie. Alors, il y a une autre partie. C'est l'évangile de Saint Jean. Il y a un épisode qui s'appelle l'épisode du poisson. C'est-à-dire que Simon-Pierre décide d'aller à la pêche avec ses copains, avec les autres futurs apôtres, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore apôtre. Ils partent à la pêche toute la nuit et ils reviennent bredouilles. Mince. Et quand ils reviennent sur le bord de la rivière, enfin sur le bord de la mer, pardon, il y a Jésus qui est là, puis qui les interpelle, enfin, qui les appelle, il leur dit: alors vous avez des poissons à manger? Ah ben non, on n'en a pas du tout. Et là il leur dit: jetez votre filet sur la droite de votre nacelle et vous allez en prendre. Donc ils jettent le filet, et puis là Simon-Pierre il tire, le filet il est rempli de poissons. Alors il n'arrive pas à le tirer sur le bateau, donc il descend du bateau et puis il tire le filet sur le bord, il compte les poissons, il y en a 153. Encore un nombre assez particulier. Donc si on trace un triangle pointe en bas et un autre triangle pointe en haut, on reconnaît tous le sceau de Salomon, qui est en fait l'étoile tétraédrique, ou la Merkaba. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends le tétraèdre et que en fait j'imbrique 2 tétraèdres l'un dans l'autre, on obtient ce qu'on appelle la Merkaba ou l'étoile tétraédrique. Et si on place les nombres 1, 5, 3 de façon particulière sur le premier triangle et sur le deuxième triangle, on va trouver une particularité, c'est que les nombres opposés, si on les additionne, ils font 6. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, tiens, j'ai déjà fait 666. Mais ça va le faire aussi si on additionne dans le sens, toujours dans le même sens, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe, 3 chiffres et les 3 autres chiffres. C'est-à-dire que là, entre 355 plus 311, ça fait 666. Et vous avez beau le faire dans tous les sens, ça fait 666 à chaque fois. Alors ça, c'est encore magique. Et une dernière fois, là, si on fait à l'opposé en sens inverse, c'est-à-dire qu'on prend 355 plus 113, si on les divise, on a le nombre pi. Donc ça veut dire que derrière tous ces petits évangiles, on a des choses quand même assez intéressantes au niveau des nombres. Alors, il est dit également, mais je n'ai pas retrouvé dans quel endroit de la Bible, mais Gilbert m'avait dit que c'était dans la Bible, parce que lui, il le connaît très bien. Il est dit également que sans ce nombre, l'échange commercial de l'homme ne peut pas se faire. Alors, on a un petit exemple qui peut, entre guillemets, le montrer, même si le créateur du code barre, il n'a jamais
émis l'idée que ça avait un lien. Mais en fait, on trouve le 666 dans le code barre. Quand on regarde en bas, les 3 points rouges du bas, en fait, ce sont la barre d'entrée, la barre du milieu de séparation et la barre de fin. Et en fait, le dessin en binaire, comme j'ai montré tout à l'heure avec le numéro 101, c'est le plein, le vide, le plein, ça fait un chiffre 6. Donc là, on l'a 3 fois. Et au milieu, entre chacun, on a 6 chiffres et 6 autres chiffres. On a plein de fois le nombre 6 dans le code barre. Et il y a un autre petit clin d'œil, juste histoire d'eux. Hein. En 73, quand Apple a sorti son premier ordinateur, il l'a vendu $666,66. Fait du hasard, bien sûr. Alors, les solides de Platon. Donc là, on va entrer dans le vif du sujet, plutôt de la forme énergétique, hein, pour voir un petit peu comment s'expriment un peu les nombres à l'intérieur de ces formes-là. Les solides de Platon, ce sont 5 éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Rien que ça, déjà, c'est immense. Ça veut dire qu'on va travailler avec des énergies bien particulières qui viennent nourrir le corps. Notre corps a besoin de ces énergies et ça a besoin d'un équilibre surtout entre ces énergies. Quand on fait une séance, je le montrerai tout à l'heure sur la photo, avec ces 5 éléments, on va donner au corps la capacité énergétique de se rééquilibrer et de s'auto-régénérer. Alors le cube, c'est un hexaèdre, donc c'est 6 carrés avec 4 faces. Il y a 12 arêtes, il y a 8 sommets, voilà, donc ça c'est des chiffres qui sont dans la forme, qui vont la nourrir. L'icosaèdre, c'est 20 triangles, donc des formes peut-être à 3 arêtes, ce qui fait 30 arêtes, 12 sommets. Le tétraèdre, c'est 4 triangles, toujours en version 3, 6 arêtes et 4 sommets. L'octaèdre, 8 triangles, 12 arêtes. Et l'éther, on l'a vu tout à l'heure, 12 pentagones, de base 5, ce qui fait 30 arêtes, avec 20 sommets. La version que je vous montre là en photo, c'est pas tout à fait celle-là, c'en est une que j'ai là-bas, que je pourrais vous faire expérimenter, soit aujourd'hui, soit demain, parce que demain je fais un atelier à 11h, vers 11h, pour vous faire expérimenter les formes, tant qu'à faire. Parce qu'il n'y a rien de tel, on peut en parler pendant des heures, des formes. Comme je dis toujours, si vous expérimentez, vous sentez dans le corps ce qui se passe, là, le dialogue, il est passé, parce que c'est entre les formes et le corps. C'est plus par l'intellect, c'est autre chose. On va vraiment dans une autre dimension. Donc on a réalisé, Gilbert a réalisé le premier jeu, la première taille des jeux de solides à la taille de diamètre 40. Vous vous rappelez tout à l'heure, 40, j'avais dit c'est le nombre de la Terre. Pourquoi ? Parce que quand on fait une séance, en fait, on va être surtout connecté à la Terre, en même temps qu'on va être connecté aux 5 éléments qui composent les formes. Donc ça va nous nourrir d'autant plus. Voilà, donc on va y arriver. Hop. Donc les 5 solides, comme disait Alexandre tout à l'heure, on fait une séance allongée. Alors, allongée, on peut faire 40 minutes. On peut s'arrêter avant, mais c'est très bien, je vais vous montrer pourquoi 40. Et debout, par contre, ce sera 20 minutes. Pourquoi ? Parce que quand on est allongé, on est en phase de réception. Notre colonne vertébrale, c'est comme une éponge. Elle est allongée, elle est détendue, donc elle peut absorber facilement. Quand on est debout, on est en compression, c'est-à-dire que par la gravitation. Mes disques vertébraux, là, ils sont en pression. Donc ça veut dire que 20 minutes, on a remarqué que c'était déjà pas mal pour faire sortir les choses. Après, il faut que le corps y gère. Si on fait 40 minutes, ça commence à devenir un petit peu difficile. Il faut avoir un bon physique pour le supporter. Alors pourquoi ces temps-là ? Parce qu'en fait, quand on regarde au niveau de la Terre, on a 2 cycles énergétiques qui s'inversent de façon différente. Le premier cycle, on le voit bien, c'est la journée. À partir de minuit, l'énergie monte jusqu'à midi. Et à midi, il y a une inversion d'énergie où l'énergie va descendre toute l'après-midi jusqu'à minuit. D'accord ? Et ça, c'est un cycle très intéressant parce que des fois, on se rend compte qu'on a faim vers midi. Et en fait, c'est parce que notre estomac est capable de ressentir l'inversion d'énergie. Et c'est ça qui sent. Et là, ça coûte, c'est midi. Vite, faut manger. Alors, on est un peu décalé de 2 heures, souvent ça nous fait à 14 heures, mais bon. Vis-à-vis de l'énergie de la Terre, ce serait midi. Et il y a un autre cycle, dont on ne parle que très peu, c'est un cycle d'inversion d'énergie très rapide, toutes les 40 minutes. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes, il y a une dynamique qui va être plutôt ascendante et descendante. Donc c'est pour ça que nous, on propose de faire une séance de 40 minutes, parce que peu importe où on aura commencé dans le cycle, si on fait 40 minutes, on a le cycle complet. Donc c'est intéressant. En fait, on a vu toute l'énergie qu'il y a dans cette phase.
Alors les solides de Platon, nous on les utilise aussi pour plein de choses. Donc on a vu en séance individuelle, pour se régénérer, pour se redynamiser le corps. On va pouvoir l'utiliser en géobiologie pour harmoniser un lieu. C'est-à-dire qu'on va corriger des pathologies telles que des cours d'eau souterrains, des failles, des pollutions électromagnétiques par les antennes relais, par les fils électriques, par les comment on appelle ça, des lignes haute tension, et notamment à l'intérieur tout ce qui est électrique. Alors là on a mis un compteur Linky parce que c'est à la grande mode, et de plus en plus, et il y a une problématique dessus, mais tous les compteurs électriques, le fait qu'on ait électrifié les maisons, en fait, a engendré une perturbation du réseau Hartmann. Le réseau Hartmann, c'est une couverture terrestre qui est un réseau électrique qui est très bas en voltage, sauf que la puissance électrique que l'on a avec les centrales électriques vient brouiller ce réseau. Le réseau Hartmann, c'est pas un hasard si Hartmann s'appelait Hartmann avec un H. Nous, on a découvert dans notre corps que c'était le réseau hydrogène. Alors, Jacques Prat, c'est Prat, j'ai perdu son prénom, je crois que c'est Jacques Prat. Lui, il le définissait autrement, mais nous, on a senti dans notre corps que c'était vraiment le réseau hydrogène. Et l'hydrogène, on en a beaucoup dans le corps, on en a beaucoup autour de nous, et c'est un réseau qui est très important parce qu'il permet au corps de se réaligner et de retrouver ses repères. Donc ce réseau, depuis que l'électrification est arrivée dans les maisons, Hartmann avait découvert, mais il n'avait pas fait le lien à l'époque, Hartmann avait découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, sa recherche a été étouffée par la guerre, bien sûr, mais dans les années 50-60, c'était un docteur, un médecin, et il avait remarqué que les gens, quand ils dormaient à un endroit, ils avaient une pathologie. Et que si quelqu'un d'autre prenait la place, il y avait une chance sur deux d'avoir la pathologie. Donc il s'est posé des questions, et lui, il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir sur le terrain. Il n'est pas resté dans son cabinet en se disant, c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, il est allé voir sur le terrain. Et il a fini par inventer une antenne, qu'on appelle le lobe antenne, pour chercher ce qui se passait sous le lit ou dans la pièce ou dans l'environnement. Et en fait, c'est là comme ça qu'il a retrouvé ce qu'on appelle le réseau Hartmann, des maillages. Et les maillages est très dense, puisqu'en fait, chaque maille se trouve entre 2 mètres et 2 mètres 50 l'une de l'autre, dans les deux sens, nord-sud, est-ouest. Donc ça veut dire que ce maillage, il est partout sur la Terre et très dense. Et il avait remarqué que les gens qui dormaient sur les croisements dégageaient notamment des cancers. C'était le début où il trouvait des pathologies assez lourdes comme ça. Ce qu'il n'avait pas comme recul que nous on a aujourd'hui, c'est que le réseau Hartmann, à partir du moment où il y a une pollution électrique, et c'est ce qu'on voit dans les maisons, il y a du courant partout dans les maisons, le réseau Hartmann, il est coupé. Et effectivement, comme il est coupé et qu'il est pollué par le réseau électrique, à chaque croisement, les dynamiques vont créer des vortex. C'est comme ça, le courant passe dans une certaine direction, dans chaque faille de ce réseau, et au croisement, il y a une dynamique de mélange des deux lignes qui vont monter à la verticale et qui sont beaucoup plus denses. C'est-à-dire que c'est la densité des deux énergies des deux lignes qui vont monter. Alors effectivement, si c'est pollué, si on dort au-dessus, on est en plein dans la pollution, puis plein pot là, parce que là c'est vraiment la force la plus dynamique. Par contre, si on corrige le courant électrique, notamment par exemple avec un duo, qui est un mélange de dodécaèdre étoilé et d'icosaèdre augmenté, là on va créer un champ d'harmonie sur le courant électrique. Ça veut dire que le courant n'est plus polluant, le courant est reconnu par le corps, parce que le corps sait reconnaître les courants électriques, on redonne une dimension énergétique au courant qui passe dans la maison, et là le réseau Hartmann se remet à respirer. Et en même temps que le réseau Hartmann se met à respirer, la molécule d'eau respire aussi. Et là, peu importe si on est sur un croisement ou pas, on s'en fout complètement. Il n'y a plus cette perturbation. Donc ça, c'est un des chemins que nous, on a d'amener avec les formes des outils de correction. Que ce soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les failles des cours d'eau souterrains, que ce soit les pollutions électromagnétiques, que ce soit une dynamisation. Alors ça, on l'utilise aussi sur les pollutions électromagnétiques en plus petite taille, par exemple pour les téléphones. Je vais sur le mien, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Là, dans la symbolique, pour utiliser une métaphore ou une image qui serait très facile à comprendre, vous êtes dehors, il y a une pluie de grêle. La grêle, c'est les ondes du téléphone. Elle fait très mal, ça pique de partout. Et en fait, la pastille, c'est comme un parapluie, mais qui est percé, un petit peu. Donc on se met sous le parapluie, et cette grêle devient de la neige. Ça veut dire que l'onde passe, parce que les gens qui vous disent que leur pastille de téléphone coupe l'onde,
ben, c'est une hérésie, c'est pas possible. Parce que s'il n'y a plus d'onde, il n'y a plus de téléphone, ça ne fonctionne plus. C'est d'une logique enfantine. Donc là, la passive va transmuter l'onde de grêle, entre guillemets, en une onde de neige qui vient nous toucher, mais en fait qui ne nous affecte pas. Donc le corps, bah, en fait, il ne met plus en protection. Donc ça, c'est un des exemples que l'on peut proposer pour accompagner. Alors, il y a une autre particularité sur ces deux formes, comme on travaille toujours avec les nombres, on travaille en géométrie sacrée. Le dodécaèdre fait un diamètre de 50, parce que l'autre particularité des nombres, qui est très très intéressante dans la dynamique énergétique, c'est qu'à partir du moment où deux nombres se rencontrent, là, le courant, c'est du 50 Hz. Le dodécaèdre fait un diamètre de 50. À partir de ce moment-là, l'énergie de la forme va se greffer instantanément sur l'énergie du courant, par l'effet de similitude de nombres. Et ça, c'est magique. Et on a développé le deuxième à 60 de diamètre parce que les courants américains sont en 60 Hz. Et comme on a des gens de là-bas qui nous appellent, et qu'on a des amis qui voyagent et qui vont aussi là-bas, qui ont de la famille là-bas, en fait, ça a permis d'associer tous les courants de la planète, et on peut utiliser ces formes-là partout dans le monde. La particularité aussi, c'est que tant que la forme n'est pas cassée, elle émet en permanence. Elles sont en plus auto-nettoyantes, c'est-à-dire que la particularité de ces formes-là, de par leur géométrie, à partir du moment où l'énergie rentre par les faces, elle est condensée dans le centre et elle va être auto-nettoyée. Donc ce qui nous est restitué derrière, c'est une énergie nettoyée. Il n'y a rien à faire, à part les nettoyer de la poussière. C'est tout. C'est pratique. Hein. Donc ça, c'est un des exemples qu'on peut avoir avec l'énergie des formes, notamment les solides ou les dérivés. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. On peut l'utiliser pour l'habitat, pour revitaliser de l'eau, des aliments, des animaux. Nous, on a des animaux, quand ils vont pas bien, on leur fait une séance. Et là, c'est pas intellectuel. Des fois, on me dit, ouais, mais est-ce que c'est pas intellectuel vous placebo, vous croyez que, alors vous mettez dans les solides, et puis effectivement, bah, il se passe quelque chose. Bah, un chat, le placebo, ça n'existe pas. Hein. S'il sent rien, il s'en va. Hein. S'il sent quelque chose, il va rester. On l'a aussi donc pour les pollutions électromagnétiques, hein, différents stades. À porter sur soi aussi, parce que c'est assez intéressant. Donc on a dimensionné de façon à pouvoir les avoir dans la poche ou sur soi. Bon, là, je l'ai enlevé à cause des micros. Mais, moi, je les forme sur moi. Ce qui fait que le corps va se nourrir de cette énergie. Alors, c'est très intéressant. Ici, ça va, parce qu'on est dans un contexte d'énergie très sympathique. Mais nous, ça nous arrive de faire des grands salons. Hein. Toulouse, Montpellier, Nîmes, Paris, Nantes. Quand on est dans un mélange de gens hétérogènes, qui a des pensées qui partent dans tous les sens, qui a des téléphones dans tous les sens, on est content d'avoir les formes sur nous. Parce que notre corps, il est nourri suffisamment pour pouvoir gérer ce qui se passe de par l'extérieur, en fait. Et là, on va parler un petit peu du jet et du dodécone, qui sont deux formes aussi assez extraordinaires. Le jet, c'est vraiment la connexion tertielle. C'est vraiment sa condition primaire. Il va nous redonner, quand on est très proche de lui ou quand on en a un sur soi, il va nous redonner notre axe de verticalité pour nous permettre de nous réenraciner. Hein, il va donner l'enracinement. On ne dit pas ancrage, nous, parce que l'ancrage, c'est pour les bateaux. C'est-à-dire que quand on ancre un bateau, il ne bouge pas, il reste dans sa zone de l'ancre. Par contre, un arbre, avec ses racines, il peut aller très loin et même voire même voyager par l'intermédiaire du dialogue qu'il a avec les autres. C'est une petite nuance. Chacun a le choix de ce qu'il veut. Mais le jet est ça, c'est vraiment la connexion tertielle. Et en même temps, c'est la connexion, enfin c'est la symbolique de notre colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce que le jet, c'est une pile électrique, c'est une dynamique, et notre colonne vertébrale, c'est notre pile électrique qui sert à notre système nerveux. Donc il y a une corrélation qui se fait entre les deux. Dans la symbolique mythologique, c'est la colonne vertébrale d'Osiris, qui est quand même pas rien. Donc c'est assez sympathique. Donc le fait de travailler avec, on va aussi dynamiser la colonne vertébrale. C'est aussi la symbolique de nos 8 chakras. Les 7 physiques, qu'on connaît énormément, et on en a un 8e au-dessus de la tête, dont peu de gens connaissent. Ça commence à se vulgariser, mais le 8e, il est très important parce que c'est lui qui fait la connexion entre la première phase, entre les chakras physiques et les chakras très subtils, parce qu'on en a plein au-dessus. On n'en a pas que 7 et 8, on en a une multitude. Mais il faut des progressions. Si on n'a pas ces progressions, en fait, on a du mal, ça va trop vite.
Donc le jet sert aussi à ça. On peut l'utiliser sur un lieu pour redynamiser l'énergie, pour faire une reconnexion, parce que dans un lieu, on a besoin qu'il y ait autant de cosmique que de tellurique. C'est très important pour que notre corps se retrouve, et le corps a besoin vraiment de ça. Alors là, je vous ai mis la grille des différentes tailles que j'ai aujourd'hui. On la retrouvera plutôt sur le stand si vous voulez y passer, ou sur le site internet. Et le dodécone. Alors le dodécone, c'est un dodécaèdre qui a été amplifié au niveau de sa connexion avec les espaces qui l'entourent. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait les cônes, ça va dynamiser l'énergie dans le dodécaèdre. Ça permet aussi d'expliquer comment l'énergie rentre dans la forme, c'est-à-dire qu'elle rentre vraiment en cône et en spire à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, c'est une forme qu'on peut associer au jet. Quand on pose les deux ensemble, alors là, c'est explosion d'énergie. C'est une association extraordinaire. Voilà. Alors je vous inviterai à aller voir sur le stand pour qu'on puisse continuer à échanger. Et je vous remercie surtout de votre attention. Et si Alexandre me le permet, on peut répondre à quelques questions. Si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, c'est bien, j'ai fait mon travail. Il y a des noms que vous n'avez pas abordés oui. Et qu'on peut voir peut-être, je ne vais pas détailler, mais du genre 23. Alors il y a des nombres qui sont moins énergétiques que d'autres. Hein, le 22, c'est le nombre de Marie-Madeleine, par exemple. Le 23, on peut voir le pentagone si on fait la somme des deux, 5 et 2, 3 et 2, 5. Mais en fait, c'est pas un nombre qui ressort très souvent en dynamique énergétique puissante, on va dire. D'accord, donc voilà. En fait, c'est la partie de l'autre côté. Oui, voilà. Il y a différents nombres qui vont être beaucoup plus dynamiques et plus forts que d'autres. Et voilà. 17, le 17, c'est la Lune, avec les arcanes du tarot. Donc le 17, effectivement, a une certaine dynamique. Mais hormis ça, effectivement, pour l'instant, j'ai pas trouvé aussi le 7 et 1, 8, donc il y a l'élément R derrière. Voilà, mais voilà, il y a des nombres qui sont très dynamiques et pas forcément les autres. Après, il y a des nombres qui nous conviennent et des nombres qui ne nous conviennent pas, entre guillemets, pour notre évolution. Il faut s'écouter, chercher, analyser ce qui se passe dans le corps quand on travaille avec quelque chose. Les formes énergétiques, elles nous apprennent ça. C'est retrouver vraiment notre instinct et notre ressenti pour voir ce qui est bon pour nous, quoi, en fait. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de mystère. Ce qu'il faut, c'est trouver ce qui nous appartient, ce dont on a besoin pour évoluer. Et effectivement, il y a des nombres qui seront tout de suite là, plus facilement que d'autres, ouais, ça c'est clair. mais ils sont forcément en lien avec la date de naissance. C'est bien. Alors pas forcément, mais non, pas forcément. Par contre, la date de naissance est très importante puisque elle, ça j'ai oublié de le mettre dans le descriptif de la conférence. On voit bien que les nombres ont une très grande importance puisque qu'est-ce qu'on fait pour définir l'énergie de notre nom, par exemple? On transcrit les lettres en nombres et on fait la somme de ces nombres pour se dire « Ah, mon nom, il a une énergie, une dynamique de tel type. » En fait, ça prouve bien que les nombres sont toujours derrière, quoi. Toujours. Les dates de naissance, c'est très important puisqu'en fait, on a choisi la date de naissance, sauf si effectivement, malheureusement, aujourd'hui, comme ils ont tendance à faire, le gynécologue, il a besoin de prendre son... Demain, il a sa maîtresse qui doit aller voir pendant le week-end. Hop, on active l'accouchement, comme ça, la femme, elle va accoucher la veille, et puis comme ça, le lendemain, je suis tranquille, quoi. Là, c'est grave, parce que l'enfant, s'il avait décidé de naître le lendemain, c'est parce qu'il avait besoin de cette date de naissance dans son évolution. C'était très important. Alors, au niveau des prénoms, c'est pareil, on le retrouve. Les gens qui n'aiment pas leur prénom, pour moi en tout cas, c'est que les parents n'ont pas entendu. Et quand le bébé se crée, en fait, il envoie l'information « Ah ouais, moi j'ai envie de m'appeler comme ça, quoi. » Parce qu'il a déjà choisi son nom de famille, puisqu'il choisit ses parents. Et en même temps, moi, mon prénom, j'ai envie que ce soit ça. Et en fait, si c'est pas entendu, ou si c'est entendu qu'en partie, et puis au moment où c'est enregistré, comme ça se faisait avant, moi je me souviens que j'ai souvent entendu dire que mon grand-père avait mon arrière-grand-père, quand il était arrivé à la mairie, il avait oublié le prénom que sa femme lui avait donné du bébé. Alors il s'est dit, oula, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? C'est véridique, hein. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Et dans ma lignée, dans une de mes lignées du côté de ma grand-mère, tout le monde s'appelait Guillaume, parce que c'était comme ça. Et puis il s'est dit, alors qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Ah ouais, ça doit être Guy. Alors il a donné ça, et le script
au niveau de la mairie, il a mis Guy en nom de famille. Donc c'est le seul de la famille qui ne s'appelle pas Guillaume, l'enfant. Et en fait, à l'époque, il se faisait moins attention à ça, mais c'est très important aussi, puisque les noms, quand on est, si on n'aime pas notre prénom et qu'on a envie d'en choisir un autre, c'est que souvent le prénom il a été raté, quoi. On est passé à côté, quoi. On est passé à côté. Excusez-moi, je sais pas, j'ai pas saisi pour le GED un rapport numéraire ou l'onde de forme Ouais. par rapport au chakra et tout ça. Alors, le lien avec les chakras, c'est la géométrie de la forme. D'accord ? On le voit, alors, est-ce que j'ai... Si je le remets en image... Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des couronnes. Il y a un pied. Le pied, c'est notre premier chakra. Au milieu, il y a les petits traits, c'est les chakras centraux, les 2 chakras du ventre. Et les couronnes du haut, ce sont les chakras du haut. Donc le fait qu'il y ait la symbolique des couronnes amène la connexion à nos 8 chakras. D'accord ? Parce que le 8e, c'est la calotte qui est au-dessus. Ça, c'est la dynamique de la forme qui va le donner. Mais derrière, chaque forme est pilotée par les nombres. Là, moi, quand je les fabrique, je les fais au nombre d'or. C'est-à-dire qu'il y a au moins 5 fois le nombre d'or à l'intérieur de la forme. Voilà. Par des jeux de proportions. Il y aura 5 fois le nombre d'or. Et d'autres proportions, parce que en affinant, je suis tombé sur des proportions qui correspondaient à d'autres types de nombres qui ont une énergie aussi. Et est-ce qu'il pourrait être porté comme un bijou? Oui, tout à fait. Alors, le fait de... Enfin, ça changerait peut-être aussi sa couleur. Voilà. Oui. On peut le porter là. C'est un vrai bijou énergétique. Mais pas à l'envers. Voilà. Pas dans l'autre sens, non. Il faut qu'il ait ce sens-là, parce qu'en fait, il est comme nous, il a des pieds et une tête. Donc, si on le retourne, en fait, si on le couche, il perd son énergie parce qu'il a la connexion tertielle en permanence. Donc, si on le couche, par exemple, la dynamique va être très faible. Donc, il va dormir. Mais par contre, on ne le met pas à l'envers. Il n'aime pas. Il préfère être à l'endroit, ouais. Donc là, je l'ai retiré parce que c'est pour les micros. Mais je l'ai gardé sur moi. Autre question ? Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci surtout pour l'intérêt que vous portez au nombre, à votre conscience et aux formes. Observez, laissez-vous guider en fait. Il n'y a rien à faire, c'est juste observer l'instant, observer les objets et puis se laisser nourrir, quoi. Et les choses viennent toutes seules, quoi. Merci.